Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire avec un horaire un peu particulier pour cause de problèmes d'agenda. En tout cas, on est très heureux de vous faire cette présentation ce mardi. Alors, on va surtout revenir sur la semaine passée. On évoquera peut-être rapidement la séance d'hier, mais le point, c'est surtout la semaine passée qui a été assez paradoxale avec plutôt des nouvelles macroéconomiques dégradées, des taux qui se tendent, mais des indices qui ont tous progressé, des indices actions portés par avant tout la microéconomie et puis quelque part la volonté des investisseurs de ne pas être hors du marché au moment où il pourrait y avoir un accord entre les États-Unis et l'Iran, puisque c'est un peu ça qui drive le marché depuis 2 semaines, c'est la possibilité d'un accord à tout moment. Et c'est aussi la spécificité de Donald Trump. Et donc ça s'est traduit par une hausse marquée des indices européens, avec notamment le CAC 40 qui gagne plus de 2%, le DAX a lui progressé de près de 4% la semaine passée. Quant aux indices américains, on va revenir là-dessus, mais ils ont également progressé avec en particulier le Dow Jones qui a bondi de 2%. Et pour revenir plus spécifiquement à l'Europe, on notera que l'Eurostock 600 hier a pratiquement atteint un pic annuel et repassé au-dessus de son niveau du monde, l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Donc on va repasser, bon, je passerai vite sur la partie macro et les news, mais il faudra noter que la Commission européenne a notamment assez nettement revu en baisse ses perspectives pour la zone euro, tablant désormais sur plus 0,9 contre plus 1,2 en novembre dernier. Et cette révision, finalement, n'intègre pas une perspective durable de conflit au Moyen-Orient, puisque dans ce cadre-là, on sait qu'il y aurait un pétrole et un baril qui pourraient tendre vers au minimum les 140 euros. En tout cas, c'est la plupart des estimations des analystes qui anticipent ça, et avec un prix du baril à 140-150 dollars. La perspective d'une récession en Europe ne serait pas du tout inenvisageable. Comme je disais, ce qui tient, c'est les indices, et c'est la micro. Et là, aux US, évidemment, Nvidia extrêmement bien publié et a rassuré. Et puis, il y a l'IPO de SpaceX qui, comme on va le voir même sur les valeurs françaises et européennes, tire pas mal de secteurs, le spatial, la défense et les semi-conducteurs. Du côté des small et mid, on a eu une semaine je dirais solide, pas de surperformance, plutôt une légère surperformance, en tout cas sur le CAC small, mais donc un CAC small qui a été pénalisé, il faut le dire, notamment par le secteur des biotech. Et puis, dans la deuxième partie, on fera un petit bilan des évolutions de nos prévisions depuis mars, et comme on le verra, elles ont été plutôt revu en hausse en termes de résultats, même si ça reste pour l'instant à la marge. Voilà pour le point. Alors le CAC 40, rapidement, plus 2,1% la semaine passée, 85% de valeur en hausse. Mais encore une fois en tête, finalement, vendredi soir, c'est ST Micro. ST Micro qui gagne encore près de 10%, plus 158%. Le secteur est toujours extrêmement attractif, et en France, bien, c'est ST Micro qui attire les investisseurs depuis le début de l'année. Derrière ST Micro, on notera la belle progression d'Arcelor qui a gagné près de 9%. On verra plus tard, mais Arcelor qui a cédé une partie de sa participation dans Vallourec. Publicis plus 8%. Alors, Publicis qui est en souffrance quand même depuis le début de l'année, puisqu'on est à moins 6 year to date. Mais là, il y a eu un news flow qui a tiré la valeur, puisque Publicis a annoncé l'acquisition de LiveRamp, une opération qui s'inscrit dans la stratégie de Publicis d'aller à fond dans la data et une orientation beaucoup plus tech. Je dirais qu'une transformation, un mouvement qui lui réussit sur le plan des résultats, et ça se traduit également par des parts de marché depuis plusieurs années pour Publicis. Euronext, qui lui est à la quatrième place des plus fortes hausses, plus 7,8%, avec pour le coup des résultats T1 solides, un EBITDA ajusté en hausse de 17%, qui est au-dessus du consensus. En revanche, un discours assez prudent du directeur général sur la possibilité d'une fusion avec Deutsche Börse qui ne semble pas faisable dans un avenir proche.
Quelques baisses à noter, en particulier dans le secteur de la construction. On retrouvait Eiffage, Vinci et Bouygues en bas du classement. Évidemment, le secteur du BTP qui est beaucoup plus exposé à la remontée des taux d'intérêt en Europe. Passons au Next 20 maintenant. Le Next 20 plus 1,1%, 65% de valeur en hausse. Je dirais que c'est l'indice qui a finalement le moins bien, le moins progressé la semaine passée. Il faut dire qu'il y a eu des prises de bénéfices, notamment sur le secteur du gaz et du pétrole, tout ce qui est parapétrolier, GTT qui perd 2,2%, Technip Energies qui a également cédé quelques points, et Sodexo qui a rebaissé de 3,4%. On a un titre Sodexo qui fait le yo-yo depuis 2 semaines, puisque le titre avait progressé la semaine passée à la suite du relèvement des guidance de Compass. Et eh bien, cette fois, le titre est plombé par la communication d'Elior. Elior qui a publié des résultats S1 décevants et émis un profit warning qui, comme on le verra, a entraîné une chute de près de 34% du titre Elior. Et ça a pesé sur Sodexo. Du côté des hausses, Sartorius Cedim plus 9,5%. Alors, on notera que le fonds Activis Elliott est rentré au capital de Sartorius, donc la maison mère de Sartorius Cedim Biotech. Ça a fait bouger en début de semaine dernière le titre Sartorius Cedim, qui gagne 9,5%, mais qui reste en baisse de 18,7% year to date. Hausse assez significative d'Edenred, plus 4,9%. Le titre a finalement nettement rebondi depuis fin mars et annulé finalement toute la baisse qu'il avait enregistrée à la suite des problématiques réglementaires et d'enquête sur la concurrence. On pourra noter que TCG Companies est passé sous le seuil des 5%, alors que Goldman Sachs International lui a franchi les 5% sur le titre. Voilà pour les principales évolutions sur le Next 20. Passons aux valeurs moyennes, le segment qui nous intéresse tout particulièrement. Le MID 60 gagne 1,9%, 58% de valeur en hausse, donc un mouvement qui n'est pas général, et il y a eu quand même des secteurs spécifiques qui ont tiré la performance. Et bien, c'est ce que j'évoquais en introduction, mais on a un grand secteur du spatial, de la défense et des semi-conducteurs qui est vraiment extrêmement recherché. Alors sur la partie spatiale, eh bien, on a Eutelsat qui a bondi de 34,7% et SES plus 18,3%. Évidemment, une revalorisation qui est à mettre en lien avec la publication du prospectus d'introduction de SpaceX. Ensuite, Soitec gagne encore 19,8%. On se rapproche de la publication des résultats annuels demain soir. Et très que Morgan Stanley a porté son objectif de cours à 200 contre 70 € auparavant. Et l'analyste met en particulier en exergue le potentiel dans les centres de données d'intelligence artificielle via ces substrats destinés à la photonique sur silicium. Voilà pour les semi-conducteurs. Le troisième grand driver, c'est la défense. Et là, on a Exail qui gagne 15,8%, Exosense plus 11,8%. Enfin, dans la tech, on a eu un rebond de Worldline, alors qui a quand même cédé du terrain vendredi, donc la hausse n'est pas un peu référent à ce qu'on affichait les plus 14% dans notre mail de vendredi, mais il y a quand même un rebond avec du news flow sur le rachat des minoritaires en Grèce. Et puis, une publication de Goldman Sachs qui n'est pas hyper positive, mais bon, qui a donné un peu d'éclairage sur Worldline. Alors, la news importante de la semaine, c'était le profit warning d'Elior, qui, donc, comme je l'évoquais, a cédé 33,7%. On a un chiffre d'affaires qui a baissé de 1%. Qui est donc inférieur de 2% au consensus, et puis un EBITDA ajusté qui est inférieur de plus de 30% au consensus. Et suite à avec cette publication décevante, on a un abaissement des objectifs annuels. Le groupe qui visait initialement une croissance organique de 3 à 4% n'attend plus que 1 à 2%. Et la marge d'EBITDA qui était attendue entre 3,5 et 3,7% est désormais anticipée autour de 3%. Donc il n'y a plus d'amélioration, mais même plutôt une légère dégradation.
Et en plus, on a eu une provision exceptionnelle de 25 millions d'euros. Donc, clairement, une grosse déception pour Elior. Et ça s'est traduit au niveau de Richebourg, hein, le principal actionnaire d'Elior, par un repli également de 7,5%. Bon, de Richebourg reste néanmoins en hausse de 39% year to date, avec sur la partie recyclage une dynamique qui est quand même meilleure et puis l'annonce récente d'une acquisition à venir en Europe. Également en baisse, donc Vallourec, moins 9,7%. Je l'ai évoqué dans la partie sur le CAC 40, mais ArcelorMittal a cédé 10% du capital au prix de 24 euros, qui représentait une décote de 8% par rapport au cours de lundi. Donc c'est l'explication majeure du recul de Vallourec. Enfin, Nanobiotics chute de moins 16,8%. Néanmoins, le titre reste en hausse de 87% year to date. Mais la biotech a lancé et réalisé une levée de fonds de 85 millions d'euros via à la fois des ADS, des actions et des BSA. Le groupe a évidemment consenti une décote dans le cadre de cette levée de fonds, une décote de l'ordre de 15% par rapport aux 3 dernières séances. Voilà pour le MID 60. Si on passe au CAC Small, on a une progression de 1,2%, avec globalement une parité entre les hausses et les baisses. Et pour faire le lien avec le repli de Nanobiotics, on a eu globalement une semaine négative pour les biotech, avec en particulier Mad Pharma qui a chuté de 55%. Après un avis négatif de le MEA concernant un de ses candidats médicaments. C'est pas la décision formelle, mais ça se présente pas bien. Donc ça se traduit par cette chute du titre Mad Pharma. Et dans le secteur, on a Inventiva, Poxel ou Abionyx Pharma qui ont également connu une semaine négative. En revanche, on a quand même quelques valeurs qui ont brillé. On a en particulier 5 valeurs qui progressent de plus de 10%. En tête, Plastivaloir, plus 20,4%. Plastivaloir qui a publié son chiffre d'affaires du T2 qui est meilleur que ce qu'on pouvait attendre et meilleur que c'est comparable puisque le chiffre d'affaires est en croissance. Je laisserai Alexis commenter un tout petit peu plus tard cette publication. Et donc, on aura un premier semestre qui sera en croissance du côté de Plastivaloir. Pour notre part, on reste quand même prudent parce que là, le groupe finalement réalise une croissance sur des contrats qui ont été gagnés il y a un an et demi, sur lequel il a déjà fait les investissements pour l'industrialisation. Désormais, s'il veut poursuivre son rythme de croissance, il va devoir réinvestir dans des outillages pour gagner de nouveaux contrats. Donc, la problématique de l'endettement reviendra assez rapidement sur le devant de la scène. On le pense en tout cas. Hausse également assez spectaculaire pour Parrot qui gagne 17% après la publication de son premier trimestre qui a progressé de 52%. On avait publié un feedback il y a quelques mois ou quelques semaines mettant en avant le fait que les prises de commandes étaient là, mais on attendait la confirmation et l'entrée en production et la livraison de ces commandes. Et bien, c'est en train de se traduire. En plus, le news flow reste solide avec de nouvelles signatures de contrats. Il n'empêche qu'avec une capitalisation aujourd'hui de 375 millions d'euros, le groupe qui n'a pas dégagé de résultat opérationnel positif depuis 2015 va devoir bien délivrer en termes de rentabilité également pour justifier cette capitalisation et cette forte hausse depuis 9 mois. Troisième hausse que je voulais évoquer, c'est Voltalia qui gagne 17,9%. Sur Voltalia, l'actualité, c'est plutôt au niveau de l'actionnariat et de la gouvernance. C'était déjà connu que la famille Mulez était dans une volonté de se désengager, avec, comme ça avait été indiqué, le fait que la famille ne suivrait plus automatiquement les augmentations de capital. Et bien là, la semaine passée, on a eu l'annonce de la démission de Laurence Mulez de la présidence du conseil d'administration. Ça
ça confirme ce mouvement. Et en parallèle, on a l'entrée au capital de la famille Mott via son véhicule VMO Invest qui a annoncé le franchissement des 5%. C'est une autre famille industrielle du Nord et qui commence à s'impliquer dans le développement de Voltalia, le spécialiste des énergies renouvelables. Enfin, deux autres valeurs qui ont très bien progressé, c'est Equinox qui gagne encore 18%, après l'annonce en début de semaine dernière d'une association avec Proximus en Belgique. Voilà, sur Equinox, le groupe a retracé une partie de sa chute consécutive à son profit warning du T3 l'an passé. Pour l'instant, on a un news flow qui s'améliore. Il va falloir que ça se matérialise, en particulier en termes de résultats. Et enfin, Mersen qui gagne 11%. Et Mersen qui est de plus en plus vu comme un vrai gagnant du développement des data centers. C'est déjà ce secteur qui avait en partie permis à Mersen de renouer avec la croissance organique au T1. Et ça continue de porter la spectaculaire performance du titre, qui est désormais en hausse de 64% year to date. Un mot des valeurs hors indice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là aussi les valeurs liées au data center et donc au développement de l'IA qui flambent. Et bien, là, c'est 2 CRSI qui gagnent encore 21%, qui a passé le milliard de capitalisation. Et plus petit, mais là aussi une performance spectaculaire, c'est Ribert. Ribert qui gagne 18,7% et on est à plus 339% year to date. Enfin, concernant les publications, Freelance qui a gagné 10% après avoir renoué avec la croissance au T1, plus 4% pour le spécialiste, la plateforme de Freelance. Enfin, en haut du classement, Arverne qui gagne 30%. Porté par la thématique des hydrocarbures domestiques. Et eh bien, dans le contexte de choc énergétique, le titre sort à nouveau du lot. On notera également que le groupe organisait une visite de son site de lithium la semaine passée, ce qui a certainement donné un peu de visibilité à la valeur. Enfin, les caisses du Crédit Agricole restent également très recherchées et elles sont sous le feu des projecteurs avec les communications de pas mal de fonds et un côté activiste qui se développe. Voilà pour les valeurs que je voulais évoquer. Sur le stock small, un mot rapidement, il a gagné 1,4%. En hausse, les énergies renouvelables et les énergies dans leur ensemble qui ont bien performé, avec Naturgy Energy notamment. On observe le rebond dans tout autre secteur, mais de Indra Systemas, qui avait été freiné par des problèmes de gouvernance et qui retrouve un peu de hauteur à plus 6%. Et de manière générale, on avait une semaine qui était globalement bonne pour les state services, puisque Randstad a gagné 8% dans l'intérim et Reply, le SN italien, a gagné 6%. En baisse, on a plutôt le secteur de la construction, évidemment, et parapétrolier également, avec Saipem notamment. Voilà pour le point des indices. Depuis le début de l'année, on est désormais dans le vert pour la plupart des indices, sauf le CAC 40 qui était à moins 0,4 vendredi soir. Le mid and small français est à plus 7,7. Il devance l'Eurostoxx Small qui a plus 6,6. Et parmi les autres indices mid européens, le mid and small est plutôt est clairement en tête et enregistre une très solide performance. Un mot de notre buy list qui a une performance un peu mitigée. Alors finalement, elle a fini en hausse de plus 0,3%. Elle fait néanmoins moins bien que le CAC mid and small. Une actualité dans nos 10 valeurs favorites, c'est Bastide. Bastide qui a annoncé la cession vendredi d'une de ses filiales qui a réalisé 42 millions de chiffre d'affaires. Une opération qui sera réalisée en numéraire et qui s'inscrit dans la volonté de désendettement et de recentrage de Bastide, qui lui permettra de réduire son ratio de leverage qui devrait tendre vers 2,5 fois. Donc le groupe se redonne il y a un peu d'oxygène en termes de ratio bilanciel. Et on rappellera que sur la partie opérationnelle, on a toujours des performances très solides, avec une croissance organique qui reste forte et est encore à plus 5% au T3, après près de plus 8% au S1, et avec des marges qui s'améliorent progressivement.
Euh, voilà pour l'actualité sur nos valeurs favorites. Et donc, c'était Bastide, la grande actualité. Delta Plus avait pas mal souffert et a bien rebondi vendredi après avoir finalement touché un point bas depuis mars 2020, ce qui nous paraît très excessif compte tenu du développement qu'il y a eu chez Delta Plus depuis lors. Et même si le secteur de la construction inquiète, il y a des relais de croissance en organique aux US. Et puis on l'a vu, le groupe un track record très intéressant en termes de M&A. Je passe maintenant aux publications de la semaine. Il y en avait deux et c'était Plastivaloir et Excel Industries. Je vais laisser Alexis en dire un mot puisque c'est lui qui a suivi ces deux publications. Oui, bonjour à tous. Alors sur PVL, premièrement, en fait, le groupe a poursuivi sa croissance au T2 avec 4% en organique, alors qu'on avait eu 3% au T1, donc c'est une performance qui est quand même assez louable. D'autant plus que ça provient en fait du secteur automobile qui a vraiment tiré la croissance, alors que l'industrie était un peu plus en difficulté sur ce premier trimestre, sur ce premier semestre, pardon. Mais bon, comme l'a dit Denis, pour nous l'histoire reste un peu la même sur le titre. Pour soutenir la croissance future, le groupe devra investir dans des capex industriels en face et ça pénalisera en fait la génération de free cash flow et donc ça rend quand même difficile la trajectoire de désendettement du groupe. Sur les objectifs de l'année, le groupe a maintenu son objectif de marge d'EBITDA à 9% sur le semestre, parce qu'il n'a pas encore subi la hausse des matières premières. Mais bon, sur la deuxième partie de l'année, cet objectif nous semble quand même difficilement atteignable, voilà, avec la hausse du prix des matières premières et notamment en fait le plastique qui est le premier intrant du groupe. Donc voilà, pour l'instant, nous sur le titre, on reste très prudent malgré l'engouement qu'il y a pu avoir cette semaine. Et pour la deuxième publication, donc sur Excel, le groupe cumule un peu les vents contraires. Donc sur le semestre, on a un recul du CA de 14% et un EBIT qui passe négatif à moins 22 millions. Bon, même s'il faut quand même rappeler qu'il y a une forte saisonnalité sur le titre. Dans la pulvérisation agricole et l'arrachage de betteraves, l'environnement en fait n'était déjà pas bon, mais le conflit au Moyen-Orient a empiré les choses, car beaucoup d'engrais en fait transitent par le détroit d'Ormuz. Donc voilà, le management a dit que si le conflit se poursuivait et que le détroit restait bloqué, il risquait d'y avoir voilà, des tensions sur les approvisionnements dans les futures commandes qui se font principalement en septembre pour la saison prochaine. Et sur l'industrie, qui pour moitié de l'activité est sur l'auto, Excel est à la peine et le groupe attend encore des baisses dans les mois à venir avec de moins en moins de projets. Voilà, donc pour autant, le groupe espère ne pas être en perte sur l'année, espère un meilleur S2 qui compenserait ce S1 difficile. Voilà, pour nous, bon, certes, la valorisation est très basse, mais on est encore sur un exercice de transition et l'inflation sur les prix de l'engrais va repousser un petit peu cette reprise agricole qu'on attend comme catalyseur sur le titre. Donc voilà, pour nous, ce n'est pas encore le moment de revenir sur Excel. Voilà pour moi. Merci Alexis. Un point plus global sur l'évolution de nos prévisions 2026. Donc on a fait un bilan sur les 230 valeurs de notre prime de risque. On a comparé à ce qu'on attendait fin février et ce qu'on attend désormais. Ce qu'on observe, c'est que sur la partie chiffre d'affaires, on n'a pas de changement significatif. On attendait 3,4% en médiane, maintenant on attend 3,5%. Il faut dire que les T1 ont été en ligne. Pour rappel, on est à une progression de l'ordre de 2,5% sur le premier trimestre avec de l'ordre de 2%, pardon, en publié, avec un effet dollar qui était beaucoup plus significatif qu'il ne sera au T2 et si on reste, si il n'y a pas d'évolution, qu'il le sera au S2. Donc ça nous a permis de valider cette hypothèse. En termes de résultats, contrairement à ce que je vous ai dit au début, on a plutôt ajusté légèrement à la baisse, puisqu'on attendait une croissance de l'ordre de 8% de l'EBE, on est désormais à plus 7%. Donc, début d'ajustement avec l'impact notamment évidemment des prix de l'énergie et de certaines matières premières. Mais ce qu'on voulait noter, c'est il y a quand même un nombre significatif de valeurs sur lesquelles on a revu euh, les estimations à la hausse depuis fin février. Alors, pour la plupart, il y a eu les résultats annuels puis le T1 pour expliquer ces révisions. Mais pour vous donner quelques idées, on a un secteur sur lequel il y a eu des bonnes surprises. C'est secteur on peut classer ça dans la vidéo. Et là, je veux parler d'Athème et Broadpeak, où on a eu des révisions de près de 80% sur Athème, puisqu'il y a l'atterrissage
2024 a été bien meilleur 2025 a été bien meilleur qu'attendu. Broadpeak, on est autour de 20% de révision hausse de l'EBE. Le deuxième secteur, c'est le secteur lié ce qui est lié à la construction, avec Exaome, l'atterrissage a lui aussi été bien meilleur. C'est également le cas pour SFPI. Donc sur Exaome, on a revu de près de 30% et sur SFPI de l'ordre de 19%. Et troisième secteur que je voulais mettre en avant, c'est les éditeurs logiciels, alors qui ont été pas mal vendus, compte tenu des craintes de disruption avec l'IA. Néanmoins, en particulier SideTrade et Streamwide, on a relevé de près de 15%, un peu plus de 15% nos prévisions de BE 2026, avec des tendances qui étaient meilleures que ce qu'on pouvait attendre. Voilà pour les valeurs. On pourra noter également EPC, sur lequel on a relevé de 18% les prévisions. Dans l'événementiel Hopscotch, qui avait un T2, un S2 qui a été meilleur, on a relevé de 17%. Enfin, sur plusieurs ESN, on a également ajusté les perspectives 2026 après un T1 qui a été meilleur qu'attendu. C'est le cas pour Infotel, qui est dans notre buy list et sur lequel on a relevé de 3%. Pour la plupart des autres ESN, à l'inverse, un mot rapidement des fortes révisions en baisse. Alors, il y a des valeurs comme Aramis ou EuroAPI qui ont émis des profit warnings très importants. Une valeur comme Groupe Guillain est aussi je dirais dans une dynamique moins bonne, avec les effets sur le prix du plastique. Olot Group, qui lui aussi souffre dans le contexte actuel. Et puis on peut évoquer deux secteurs également sur lesquels les perspectives se sont dégradées. C'est la plaisance. Avec Katana, on a baissé de 15% la prévision de BE. Et Olot de -8, et Fountaine Pajot de -8. Clairement, la reprise du secteur semble prendre du retard. Le contexte géopolitique n'encourage pas les consommateurs à acheter un bateau, évidemment, avec une visibilité qui est faible, à la fois sur la géopolitique et l'économie, et la reprise est certainement décalée pour l'exercice suivant. Enfin, dans les médias, on a eu des révisions assez nettes sur M6 et TF1, -15 et -16 de révision baisse des EBE. Clairement, c'est le secteur, la publicité télé est en train de nettement baisser après avoir résisté malgré des baisses d'audience. Désormais, c'est vraiment les investissements qui chutent, et une prise de part de marché très forte des réseaux sociaux et puis des LLM qui va venir. Voilà pour le point global qu'on voulait faire sur les publications et leur impact sur nos prévisions. Pour terminer, un mot des publications de la semaine, et peut-être je vais laisser dire un mot à Aurore sur Décuple, qui a publié ce matin son chiffre d'affaires T1 qui était assez mitigé. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Décuple a publié son premier trimestre avec une croissance de 5%. Nous, on attendait nettement plus, 9%, puisque dans ces 5%, il y a toujours de l'effet périmètre, mais le groupe ne communique pas en termes de chiffre d'affaires le périmètre réel, mais plutôt en termes de revenus nets. Pour le coup, la société avait prévenu à l'heure des résultats annuels que le premier trimestre serait légèrement décevant par rapport aux perspectives annuelles. C'est vrai qu'il avait constaté un ralentissement, notamment dans le marketing digital hors Convertéo, c'est-à-dire hors partie conseil, notamment en France. Bon, c'est le cas, hein, la France est nettement en retrait par rapport à l'international. Bon, c'est pas une grande surprise et c'est pas forcément alarmant pour le reste de l'année, même si la société fait preuve d'une plus grande prudence sur le reste du semestre, compte tenu des mauvaises performances entre guillemets sur la France. Bon, on reste prudent mais positif sur la valeur, puisque la société enregistre des performances soutenues et récurrentes en général chaque trimestre, qui s'inscrivent totalement en ligne avec le plan, même si le plan à 2030 est lointain. La société se montre rassurante et en ligne avec ses prévisions. Elle l'assurera probablement, elle devrait accélérer notamment en termes de M&A sur le reste de l'année, ce qui devrait accroître les performances en publié. Merci Aurore. Pour terminer, l'autre publication attendue en fin de semaine, c'est Pierre et Vacances qui publiera ses résultats semestriels. Compte tenu de la saisonnalité,
le résultat opérationnel du S1 est peu représentatif de l'atterrissage annuel. Néanmoins, là, cette année, au vu de la publication du chiffre d'affaires, on attend un retour à un ROC positif sur le S1. Encore une fois, l'atterrissage est très dépendant du S2. Ce qu'on espère, c'est avoir un peu plus de visibilité sur la revue stratégique, puisque si du côté opérationnel, le plan finalement est mené à bien depuis plusieurs semestres par le management, la question de l'actionnariat pèse sur le titre. Et il faudra que ce soit résolu pour qu'on puisse repartir dans une dynamique plus marquée sur Pierre et Vacances. Voilà, bien, merci à tous. Merci à ceux qui ont pu nous suivre cet après-midi. Merci à ceux qui nous réécouteront via notre chaîne YouTube. Et on vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain à notre horaire habituel de 9h30. Merci beaucoup. Très bonne semaine.